Vous m'entendez ou pas? Daniel m'entend pas. Tu m'entends ou pas? Ça résonne. Et là, ça va mieux? Il faut parler doucement. Est-ce que là, vous m'entendez? Voilà. C'est vrai que nous sommes encore dans l'expérimentation pour trouver la bonne tonalité des sons. Effectivement, cette église vient d'être rénovée et nous n'avons encore pas les meilleurs outils pour pouvoir entendre au mieux. Donc la dernière fois, on l'avait fait sans micro. Il semblerait que certaines personnes n'aient pas pu entendre correctement la conférence. Donc on a pensé sonoriser un peu et on verra si c'est mieux ou pas. Donc un grand merci au professeur d'histoire et amoureux de notre belle région et notamment du comté de Bourgogne, notre professeur que nous voyons souvent à Poligny, mais Dolois, historien attaché à sa belle ville, Jacques Itereau. Donc pour cette deuxième conférence organisée dans le cadre des festivités de Jacobin 2022, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Itereau qui intervient donc ce soir sur les liens entre les frères prêcheurs et la société polignoise. Jacques Itereau, professeur honoraire en histoire médiévale de l'Université de Franche-Comté. Jacques Itereau est un spécialiste du comté de Bourgogne. Il a consacré de nombreux travaux, bien évidemment, sur sa belle ville de Dole, mais aussi il a publié sur Poligny, en particulier sur le couvent des Jacobins. On sait son amour pour l'histoire, sa recherche des archives et son temps passé à notre belle histoire du comté de Bourgogne. Que ce soit sur Dole ou Poligny, son travail est toujours un travail de qualité qu'on aime lire et entendre. Donc je ne vais pas être plus long. Nous avons encore le plaisir et je le remercie d'accueillir Jacques Itereau pour cette conférence, cette deuxième conférence. Il y aura une troisième conférence le 24 juin à 18h30, je suppose, et elle sera donnée par l'architecte pendant 12 ans, Paul Barnou, architecte des monuments historiques, architecte en chef des monuments historiques, et qui nous relatera son travail. Voilà, mesdames et messieurs, bonne conférence, et puis je vais céder la parole à notre professeur et invité, Jacques Itereau. Merci, monsieur le maire, de votre propos d'accueil, et merci à cette belle assemblée de Polignoises, de Polignois et de non-Polignois. Un certain nombre de figures disent quelque chose. Bon, donc, effectivement, on est dans la seconde phase de cet ensemble de conférences. Ce soir, je parlerai plus directement donc, du lien entre les frères prêcheurs, puisque c'est ainsi qu'ils sont toujours désignés dans les textes. Hein, donc, bon, on sait bien qu'il y a un lien avec les Jacobins, mais je vais rester sur les frères prêcheurs. Et donc, les archives qui sont conservées effectivement à Lons-Saunier, avec un beau dossier d'archives avec des parchemins magnifiques, des testaments particuliers, très amples et riches d'informations sous cet angle-là. Donc, ces archives, je les avais effectivement déjà abordées pour un colloque de l'université que vous aviez accueilli en 2006. Et puis, donc, en 2015, bien évidemment, pour 600 ans, on est intervenu sur le sujet à propos des chapelles. Alors, évidemment, c'est moins lisible qu'aujourd'hui. Enfin bon, c'est ainsi. De toute façon, les textes ne livrent pas autre chose de plus. Bon, donc, je crois que c'est intéressant de voir
cette restauration aboutit, parce que cette restauration, effectivement, elle est un moment particulier de la vie culturelle à Poligny, déjà, hein, c'est quand même quelque chose de significatif. Et puis cette église, elle avait été souhaitée par le comte de Bourgogne Othon III, on le sait par un document donc, qui nous est conservé à Besançon, qui est 1248, qui est en fait un ajout à son testament. Et dans ce document, donc, il nous parle effectivement de la construction de l'église de Notre-Dame de Poligny. Donc on sait d'abord un chantier d'engagé, on connaît le nom qui va être attribué à cet édifice, et en plus il annonce qu'il entend doter donc cette église d'un chapitre, c'est-à-dire d'un ensemble de doyens et de 12 chanoines pour assurer le culte avec les prêtres desservants, bien évidemment. Bon, donc ce document est ici important parce que, si vous voulez, ça nous situe les choses. Othon III est mort en 1248, c'est sa sœur Alix de Méranie qui va lui succéder, et donc elle va décéder en 1279, hein, donc elle lui succède en 1248, et en fait, bon, entre 1248 et puis les textes que l'on a qui ont été discutés parce que les dates il y avait des falsifications de dates, etc. Donc jusqu'en 1271, on n'entend pas parler du tout de cette église. Et à ce moment-là, en 1271, donc Alix de Méranie entend, alors, elle ne fonde pas un couvent, elle entend donner aux frères prêcheurs donc l'église, alors qui apparemment est en construction ou qui est en voie d'être achevée. Hein, on est là en 1271, quand même, il s'est passé déjà un certain temps. Et donc, le problème, c'est que pour qu'un couvent soit fondé, il faut l'accord de l'archevêque. Or, l'archevêque de Besançon, comme il le fera à Dole ensuite, quand le chapitre sera transféré sur Dole en 1278, il fera la sourde oreille. Et donc, par contre, il finit par accepter le principe de l'établissement dans cette église d'une communauté de frères prêcheurs. Hein. Et donc, alors je précise parce que Frédéric, qui a organisé beaucoup de choses pour ces festivités, on a discuté, on a échangé beaucoup, et donc il avait demandé à Mme Guyard de repréciser les choses. Effectivement, en 1272, le tribunal de l'officialité de l'archevêque donne son accord, mais il faut attendre 1273 pour qu'un chapitre tenu en Hongrie par les frères dominicains donne son accord. Sans l'accord des frères prêcheurs, il n'y avait pas de fondation. Donc, à partir de 1273, c'est pour ça que dans le livre, j'avais indiqué 1273, on sait que l'affaire est engagée. Ça ne veut pas dire que le couvent est établi, hein, parce que si l'église est achevée, il faut que les frères puissent être hébergés quelque part, il faut qu'ils puissent se rassembler pour leurs affaires, pour prier, etc. Donc, il y a un petit peu au début de tâtonnement, ce qui est normal dans toute institution, qui est relativement nouvelle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'autres textes d'Alix de Méranie qui sont beaucoup plus concrets, puisque elle parle donc dans les années 1275-76, elle indique donc, elle donne aux frères les fossés qui jouxtent la muraille de Poligny, puisque l'église, par rapport aux limites de la muraille, n'était pas très loin. D'autre part, elle leur donne également l'accès à la fontaine de la Sirène pour pouvoir s'approvisionner en eau. Et puis ensuite, ultérieurement, donc, elle octroie 1200 livres sur 12 ans, qui sont assis sur les revenus de la saline de Grozon pour pouvoir développer leur construction, pour acheter des terres, etc. Donc, ensuite, elle donne une rente, puis elle donne des muids de vin annuellement à prendre sur la production de la sacre production de Poligny, puisque les princes étaient possessionnés sur Poligny en vigne. Et donc, il y a là tout un ensemble de choses qui sont intéressantes
à souligner pour bien comprendre dans quelles conditions donc l'établissement va voir le jour. Alors, voilà le fameux document de 171 qui est conservé aux archives du Jura, qui donc évoque cette session. Voilà un autre qui parle de donation, mais ici en 1275. Et puis, pourquoi Alix de Méranie a voulu créer ce couvent des frères prêcheurs? Alors, il semble qu'elle ait une certaine dévotion, si vous voulez, pour ces nouveaux ordres qu'on appelle les ordres mendiants. Le père Odel en a parlé l'autre jour, et en particulier sa cousine Élisabeth de Thuringe, donc, qui était de la famille des Méranie, de sa famille, était une tertiaire franciscaine, c'est-à-dire une civile, mais vouée aux dévotions et à des œuvres charitables dans le courant franciscain. Et pour Alix, eh bien, le couvent des frères prêcheurs était quelque chose qui la séduisait plus que celui des franciscains. Alors, il faut quand même savoir que depuis 1223, il existe à Besançon, du fait de l'archevêque, un couvent dominicain. C'est le premier couvent mendiant de l'ensemble du comté de Bourgogne. Et donc peut-être qu'Alix, du fait de ses déplacements, à l'époque, les princes n'avaient pas de palais fixe, ils se déplaçaient d'un lieu à l'autre, d'un château à l'autre éventuellement, donc a préféré les prêcheurs. Alors, vous avez ici une enluminure qui est tirée de la Bibliothèque nationale. Bon, j'ai trouvé ça sur Internet, j'étais content parce que je ne connaissais pas ce document, où elle est en train de distribuer à des pauvres. Et puis j'ai retrouvé toujours sur Internet là une peinture de Simone Martini qui représente Sainte-Claire, pas celle de Poligny, mais celle qui l'a précédée, qui a fondé l'ordre des Clarisses, et en conversation avec Sainte Élisabeth. C'est intéressant le clin d'œil avec Sainte Colette, je trouvais qu'il fallait le mettre là. Et vous avez à Château-Chalon, si je ne me trompe pas, une statue en pierre qui présente Sainte Élisabeth de Hongrie. Donc voilà, on navigue un petit peu dans le patrimoine, mais c'est, je crois, le bon moment. Et alors, cette église qui va être donnée donc, aux prêcheurs, c'est une église qui est, comme on dit, supra-paroissiale. C'est-à-dire que les frères ne prêchent pas ou ne confessent pas ou n'assurent pas le service liturgique pour les Pollinois seulement. Ça peut être pour des habitants des alentours. Et donc, dès le départ, les papes et les archevêques ont veillé à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre l'autorité paroissiale, alors représentée par les bénédictins de Moutier-Vieillard, vous aviez aussi le prieuré de Vaud qui était là depuis plus longtemps, et donc il fallait arranger les choses parce que, bien évidemment, cette spiritualité nouvelle, plus axée vers les plus humbles, c'était la vocation des dominicains et des franciscains, donc risquait en quelque sorte d'enlever à la paroisse, donc aux prieurs, aux frères et aux prêtres qui étaient dans la paroisse, les fidèles. Et puis d'autre part, à la clé, malheureusement c'est ainsi, et il y a des revenus. Et donc ça veut dire qu'il fallait partager les revenus. Et donc, ça je le dis une fois pour toutes, mais sachez que si vous voyez que vous allez passer de l'autre côté et que vous envisagez de mettre votre âme en règle, bien, dans votre fondation, si vous pouvez faire une fondation, c'est-à-dire établir un testament, vous allez dispenser vos oboles entre la paroisse, c'est-à-dire les bénédictins, et puis les frères prêcheurs. Ça ne veut pas dire que vous irez dans le cimetière des bénédictins, pour aller dans le cimetière des prêcheurs, mais il y a tout un protocole, en quelque sorte, qui est établi pour éviter des conflits, tout simplement. Bon, enfin, c'est des choses qui sont très caractéristiques de cette époque du Moyen-Âge. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ces fondations mendiantes. Vous avez ici, donc, une carte que j'avais faite. Bon, c'était un colloque, je crois que c'était... Il me semble que c'était à Avignon, il y a quelques années de cela, où j'avais traité des mendiants, et donc j'avais fait cette carte, alors, qui porte pas seulement sur la période des origines, mais sur une période plus large, et vous voyez donc indiqué sur cette carte que des dominicains sont à Besançon et à Poligny. Vous avez des franciscains depuis 1230 qui sont à Salins, et d'autre part, vous allez avoir également
un peu plus tard, en 1283-84, du fait du fils d'Alix de Merali, Othon IV, vous allez avoir un couvent d'Augustins qui va être fondé à Pontarlier, et puis donc un autre couvent franciscain à Gré. À Dole, il n'y avait rien. Quoi, l'histoire est ainsi faite, et il viendra beaucoup plus tard. Donc voilà en gros le réseau, comme on dit, le réseau mendiant. Alors, Jacques Le Goff disait que le repérage de ces établissements mendiants, c'était un moyen de voir l'affirmation des villes. Alors, certes, c'est un fait, on peut considérer que partout où il y a un couvent mendiant, il y a un organisme urbain pour devenir plus ou moins important, hein, mais on peut dire aussi que d'une certaine façon, ça c'est ma formule, que ces couvents sont des accélérateurs de l'histoire urbaine. Hein, parce que on sait que là il y a des prêcheurs qui sont des gens qui goûtent, qui apportent, qui réconfortent, etc. Bon, c'est tout propre de la foi, si vous voulez, et donc petit à petit ça assure le succès, en quelque sorte, même si c'est pas le terme qu'on viendrait d'utiliser, mais le succès de cet établissement ou d'un autre, de l'un par rapport aux autres aussi. Bon, donc, vous avez ici donc, une gravure ancienne qui représente l'établissement de Besançon qui se trouvait vers la porte Rivotte. Hein. Enfin, Saint-François, c'est une fresque de la fin du XIIIe, qui est au couvent de Bologne. Le père l'avait montré l'autre jour, où c'était effectivement un lieu important pour les dominicains. Voilà, ensuite, en quelque sorte, le décor qui est planté pour donc cette affaire. Alors, je vous ai mis quelques documents complémentaires, je suis aux archives lundi, je me suis régalé bien entendu, ça ne va pas, mais on sent, comme je disais à Frédéric dans mon email l'autre jour, on a l'odeur du parchemin, la douceur du parchemin, enfin il y a toute une ambiance quand on est aux archives sur ces textes. Hein. Alors ça c'est un texte latin qui n'est pas issu d'Alix de Merali, mais de Jeanne de France. Donc plus tard, en 1326, qui est la fille de Mao et d'Othon, hein, et qui donc a donné 10 000 vins, voilà, qui a augmenté en quelque sorte la dotation des dominicains. Je ne pense pas qu'ils buvaient plus que d'autres, hein, mais enfin bon, voilà, à Poligny, ça va de soi. Quand on fait un don, on ne donne pas du sel comme à Salins, on donne du vin. Donc, document intéressant. Et puis, ensuite, donc, Marguerite de France, qui est la dernière princesse qui n'est pas de la famille des Valois, donc elle confirme toutes ces donations, et puis elle y ajoute un certain nombre de choses importantes, parce qu'on peut se poser des questions quand on parle de frères mendiants, on dit mais ils sont mendiants, ils parlent de pauvreté, et puis ils accumulent un patrimoine considérable. Ben oui, mais voilà, c'est une des explications. Les princes leur permettent, les papes aussi d'ailleurs, leur permettent de recevoir les successions, les donations, sauf ce qui relève de la noblesse, c'est-à-dire les fiefs et les droits de main morte, puisque quand on décédait au Moyen-Âge, si on était serf, eh bien, on ne pouvait pas transmettre son bien. Donc le bien venait au Seigneur, donc leur revenu, bien évidemment. Donc, c'est l'explication de ce document. Alors, bon, d'autres personnages ont doté également les prêcheurs. En particulier, Jean de Chalon. Vous voyez ici, on est donc en 1398. Jean de Chalon, donc, qui était comte d'Auxerre, sire de Châtel-Belin. Voilà, on a ici la façon dont on procède à l'époque. On fait un don. Et ce don, il est prélevé chaque année ou versé chaque année par l'administration du prince. Ou du comte, mais ici du prince, et on a donc un frère Falque de Basselan, qui est le prieur du couvent, qui dit, oui, j'ai bien reçu, je vous remercie, etc., chaque année, parce que pour lui c'était quand même important. Et puis vous avez le frère aîné de Frangé, c'est Frangy, en fait, qui est le procureur du couvent, qui dit, oui, effectivement, j'ai bien reçu l'argent, et pas de problème. Donc vous avez toute une procédure administrative qui se met en place. Il ne faut pas s'imaginer que les prêcheurs sont simplement de beaux esprits, hein, des gens qui font que prier. Ils ont aussi à gérer un établissement. Il faut qu'ils fassent vivre les frères qui sont là, qu'ils entretiennent les bâtiments,
éventuellement qu'ils se rendent à un chapitre qui se tient en Hongrie ou ailleurs, et donc les revenus qu'on leur donne, ils sont pour eux importants. Hein. Donc vous avez ici la trace de cette documentation qui nous donne ces renseignements. Alors, je vous ai parlé d'argent, il faut savoir qu'aussi, on a des personnages importants en Polynie. Je vous en reparlerai peut-être un jour, c'était prévu à Lons-le-Saunier il n'y a pas longtemps, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Il y a un personnage incontournable dans l'histoire polynoise, c'est un certain Georges Chouza, qui était un financier important aux côtés de Philippe le Hardy, de Jean sans peur et même un peu de Philippe le Bon. Et les prêcheurs avaient un problème avec la ville. Effectivement, si vous voulez, vous voyez le toit de l'édifice de Notre-Dame, vous avez le lycée Friant au milieu, vous avez la tour. Or, on est là sur la fortification. Et le corps de ville, donc au début du XVe siècle, voulait renforcer les fortifications de la ville, et ça coûtait très cher. Et ils entendaient, bon, pour vous lire tout le texte, vous faites confiance, il y a un document très, très documenté où ils disent oui, les frères sont sympas, mais ils ont beaucoup de biens. Les fidèles leur donnent beaucoup de terres, de vignes, de maisons, d'argent, etc. Et donc il faut qu'ils contribuent à l'effort de renforcement de la fortification qui coûtait les yeux de la tête à l'époque. Et donc, il faut qu'ils payent. Puis finalement, les frères ont dû discuter. Ils savaient parler. Ils ont obtenu que ce qu'on allait leur demander, ça soit transformé en prière. Voilà. Bon, donc, vous voyez, à l'époque, il y a des accommodements, il y a des arrangements, on peut dire, entre tous ces gens. Et donc, les grands donc, sont sollicités parce que les frères se disent très oppressés par le corps de ville, dans un autre texte. Et donc, ils ont décidé de construire une tour sur la fortification pour participer, en fait, à l'œuvre commune. Le problème, disent-ils, vous comprenez, il y a des franciscains à Salins, il y en a même à Célière, etc. Il y a des sœurs clarisses qui viennent de s'installer. Bon, c'est le texte qui est dans le bout de l'archive, qui est intéressant, enfin, un petit opuscule que vous avez ici, une page, c'est pas un parchemin classique, si vous voulez. Et donc, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sollicitent celui qui est à même, parce qu'ils savent qu'il est revenu, qu'il n'a pas d'héritier, donc il va donner toute sa fortune. Et donc, ils sollicitent Jean Chouza. Alors, ils le sollicitent dès le début des années 1520, puis en 1529, donc en 2 fois, et ils donneront une première fois plus de 1500 francs d'or pour participer à la construction de la tour. Mais là, il a des exigences. Jean sans peur avait dit on ne couvre plus en Tavaillon, en Poligny, mais en tuiles. Donc, il va exiger qu'on construise une tour en pierre, sans trop de bois, en plancher ou autre chose, avec une toiture en tuiles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, et dans ce lieu, on y établira une bibliothèque, avec des pupitres. Cette tour sera dotée de verrières, donc on a des détails sur la construction, et même on parle des fosses d'aisance. Donc tout est pensé, c'est vrai. Chouza qui a beaucoup circulé sur les chantiers d'Hugo connaît parfaitement son affaire, donc il donne ça pour, dans un premier temps, donc aider les frères. Et on y reviendra pour la deuxième approvisionnement en argent, mais vous voyez qu'il y a des grands qui donnent soit des rentes, soit des contributions. C'est important, 1500 francs d'or, même en 1420, c'est quelque chose qui est assez considérable. Bon, pour vous donner une idée, le Parlement de Dole, qui a été construit en 1422, on est dans la même période, il a coûté à peu près 4000 francs de l'époque. Donc la tour, c'est pas quelque chose de banal. Donc voilà, on a toutes ces donations qui sont importantes à prendre en compte. Alors, bon, j'ai pas bien sûr de plan
l'époque. C'est Claude Chatrenet qui m'a fourni ceux-ci. Il avait utilisé, je pense, pour son travail qu'il avait publié sur les fraîcheurs. Donc vous avez ici l'organisation de l'établissement conventuel avec l'église au nord, vous avez le cloître, et puis alors le cimetière, je pense que c'est sur la droite, mais j'en suis pas sûr. Hein, je n'ai pas pu bien lire ce qui était sur ce scanner-là. Enfin, je pense que c'était là, et c'était là qu'il y avait le cimetière, et c'est important, parce qu'il y a beaucoup de Polinois et d'autres qui voulaient y être enterrés. Parce qu'à l'époque, le mieux, c'était d'être enterré au plus près, ou enseveli, au plus près du lieu où se disait la prière, où se faisaient les oraisons. Donc ça peut être dans l'église, près du maître-autel ou dans les chapelles, ça peut être au cloître, et ça peut être aussi au cimetière. Donc voilà, donc cet ensemble est intéressant à considérer. Bon, quand on farfouille dans les documents, si on trouve d'autres renseignements, on nous parle d'un jupé. Bon, on l'a cherché, quand il y avait eu les travaux ici, il y avait une fouille, donc vous avez ici, donc de 2015, et bon, on a à peu près vu où c'était, donc on était à peu près là, c'est normal, le jupé vient fermer le cœur liturgique, hein, et donc la position est à peu près, c'était là, à ce niveau-là. Hein. Bon, donc on a trouvé des renseignements sur ces textes sur le dortoir qui était près de la muraille. Et alors, pendant un temps, les frères avaient dû fermer la fenêtre, et donc il n'y avait plus de lumière dans le dortoir, c'était une table. Finalement, ils ont obtenu de la ville qu'elle réouvre la fenêtre une fois qu'ils ont construit la tour. Vous voyez, le marchandage. Hein. Bon, on parle d'un certain nombre de choses, et en particulier, on parle aussi, donc là, je vous renvoie à des documents que vous connaissez, parce que ceux-là, ils sont déjà publiés. Hein. Alors, autre élément qu'on rencontre dans les documents, c'est bien évidemment la fondation des chapelles. Alors, Chouza, il est mort non pas en 1433, comme on l'a dit longtemps. Et ça, c'est pas un scoop, enfin, c'est une nouveauté. Il est mort en 1431. Il n'était pas très loin de sa mort, si vous voulez, quand il a fait ce don. Et il a demandé aux frères, contre ces 1000 francs d'or supplémentaires, qu'on lui fasse construire une chapelle, la chapelle dédiée à la Conception de Notre-Dame, ici, hein, celle-ci, donc qui est bien identifiée, et donc pour y célébrer des messes, bien sûr, pour sa mémoire. Alors ce qui est très intéressant, ce qui montre la carrière du personnage, c'est qu'il fait célébrer des messes, non seulement pour sa femme, mais pour lui, et pour ses ancêteurs, c'est-à-dire ses prédécesseurs, mais aussi pour le duc, la mémoire du duc Philippe le Hardi, la mémoire du duc Jean sans Peur, et pour la prospérité de Philippe le Bon, donc qui est en exercice au moment où il fait cette donation. C'est intéressant, ça montre la proximité du pouvoir de ce personnage. Alors, cet établissement a connu quelques avatars, hein, et en particulier, donc, on nous raconte dans les textes, on énonce dans les textes un certain nombre de difficultés qui ont lieu en particulier dans les années 1480-90. Ceux qui connaissent l'histoire comtoise savent pourquoi. Louis XI a mis la main sur le comté de Bourgogne en 1479. Il a fait beaucoup de mal à Dole, moins à Coligny, mais on nous parle dans les textes que les arbres sont brûlés à l'extérieur de la ville, que les vignes sont en friche, etc. Donc, manifestement, il y a eu quand même autour de la ville un certain nombre de difficultés. Hein. Ces renseignements, on les trouve échelonnés dans les textes jusqu'en 1490, donc bien après que les troupes de Louis XI soient venues là. Mais, alors ça c'est un document intéressant, fondamental, c'est, n'est-ce pas, Michel Verlus, ça va t'intéresser tout de suite, mais tu le connais, puisqu'on avait exposé en 83 dans une exposition au musée de Dole sur le livre, hein, c'est le premier imprimé comtois, 1483-1484, et dans le fond du chapitre métropolitain de Besançon, on dit « Ah, mais il y a un frère Euphrare à Poligny qui a fait publier des indulgences et il nous a rien demandé. » Pas content. Hein. Et bien effectivement, le frère Euvroy avait peut-être eu contact avec des Lyonnais qui étaient dans les parages. Je vous rappelle que le premier bréviaire du diocèse de Besançon imprimé, il est imprimé à Salins.
part des Lyonnais, hein, et donc on trouve ce premier imprimé. En quoi il consiste? Vous voyez, c'est une feuille, alors là, il est deux morceaux, mais c'est la même chose, avec la Vierge et l'enfant au centre, Saint-Pierre de Vérone avec le cimetière qui lui traverse le crâne, le martyr, et puis donc on a Saint-Dominique sur la droite, avec sa palme. Hein. Et donc, ce sont des indulgences pour tous ceux qui participeront à la reconstruction des établissements de l'ordre. Ça veut dire qu'en 1484, il y a beaucoup de difficultés un peu partout. Alors, en Franche-Comté, c'est Besançon, là, Louis XI n'est pas intervenu, hein, mais on peut penser que le frère Levral parle de Poligny. Il y a peut-être eu des difficultés, c'est pas impossible, des destructions, c'est pas impossible non plus. Mais la grande affaire, c'est celle de 1501. Et là, on a un texte qui émane de Philippe le Beau, qui est de 1504. En fait, il répond à une supplique des Paulinois ou des frères prêcheurs, on ne sait pas trop, enfin, peu importe, et qui lui dit, vous savez, il y a 3 ans, le feu a pris dans notre ville, il est passé par-dessus le clocher. Ah, et on apprend donc effectivement qu'il y a un clocher. J'ai retrouvé le document de 1426, où, comme donation, la famille faisait don d'une somme d'argent, et il y avait eu un accord avec la communauté des frères pour faire un clocher en bois. Grand, j'en doute, c'est certainement pas ce que représente Claude Luc sur sa gravure, hein. C'est certainement un petit clocher, comme les clochers cisterciens bas en général. Bon, ça pour un mais surtout on nous dit, mais oui, mais non seulement il y a le clocher, il y a des cloches, mais également la plupart des livres, ornements d'hôtel et autres biens dédiés au service de Dieu. Donc le couvent est dans une situation... c'est pour ça que j'ai intitulé la conférence jusqu'au début du XVIe, parce que là, il y a une espèce de rupture, si vous voulez. Et alors, à la suite de cet incendie, qui est décrit, bon, voilà le document de Philippe Lebeau, où il énonce tout cela. Bon, ça se lit, ne vous inquiétez pas, c'est en vieux français, mais ça se lit. Et donc, il fait état de l'incendie, des dégâts, etc., et puis de la difficulté à construire. Et il nous dit même, et ça c'est intéressant, qu'il y a dans l'établissement 22 frères, qu'il y a 7 prêtres, et qu'il y a aussi des novices, etc., des professeurs. Donc il nous donne presque l'effectif, et en reprenant tous les documents depuis le XIIIe, j'ai eu une fois au début 14e où j'ai trouvé 28 religieux. Ouais, est-ce qu'ils étaient tous religieux? Ils n'étaient peut-être pas encore tous ordonnés, je ne sais pas. Donc on est dans la fourchette. Un établissement qui compte à peu près, avec tous ceux qui vivent, si vous voulez, auprès des frères, un peu moins d'une trentaine de personnes. Hein. Donc c'est un document imparable, parce qu'il donne des affirmations. Alors ensuite, Jean de Chalon, qui était donc le gouverneur de la Franche-Comté quand la comté est revenue au Habsbourg en 1493, il était donc... aux premières loges, il était l'adjoint du prince, Philippe le Beau, et donc lui il dit, on ne va pas attendre pour prendre des décisions, vous pouvez prêcher dans tout le diocèse pour trouver des fonds, pour rétablir l'établissement. Et on trouve une lettre de Marguerite d'Autriche, cette fois, qui confirme des choses similaires. Donc les princes, régulièrement, ont soutenu l'action des frères prêcheurs dans toutes les situations possibles. Hein. Les grands ont suivi, et les fidèles, on va les trouver bientôt au rendez-vous. Alors, pour trouver une charnière, je me suis dit qu'une photo de ce type-là pouvait être intéressante, hein, montrer une cohorte de frères qui vont à l'église pour prier, puisque c'était quand même le fondement de leur ordre, hein, bien entendu, comme l'a dit le Père Odel l'autre jour. Et donc, parmi ces frères, certains plus que d'autres étaient des gens très, très capables dans le domaine du sermon, dans le domaine de la parole. Et donc on ne peut pas séparer, si vous voulez, la communauté des frères prêcheurs. Il y en a qui sont dits comme étant ou d'autres, je ne dis pas comme ça, mais ça veut dire qu'on leur confie des tâches de sermon, etc., plus importantes. Et on ne peut pas oublier, si vous voulez, de considérer un prêcheur qui est venu à Poligny. Alors
Alors, je ne sais pas où il a prêché, certains disent sous le porche, peu importe, c'est pas le problème. Il est venu à Poligny, il a eu un brin d'entretien avec Sainte-Colette, hein, et ce qui est quand même intéressant, si vous voulez, c'est que dans le fond de Poligny, on a un document qui nous parle de l'existence, ici, et ça, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, l'existence d'une confrérie de Saint-Vincent-Ferrier. Donc, ça veut dire qu'il a laissé dans la mémoire collective, c'est une confrérie, ce sont les fidèles qui la constituent, mais à l'église, bien sûr, des frères, il a laissé un souvenir impérissable. C'était, paraît-il, un prêcheur de très haut vol. Hein. Et bon, vous avez à la collégiale, donc bien sûr, ce vitrail qui représente ici Saint-Vincent-Ferrier et puis Sainte-Colette, et feuilletant un certain nombre de choses sur ce nouveau musée de Cluny, puisqu'il a été complètement refait il n'y a pas longtemps. Le musée de Cluny a acquis également un tableau qui représente Saint-Vincent-Ferrier. Hein, donc voilà un personnage un petit peu incontournable dans l'histoire de Poligny qui a un lien très fort, bien entendu, avec les frères prêcheurs. Alors, deuxième étape dans notre propos, on ne peut pas faire moins que pas seulement parler de l'installation de l'établissement et puis de son développement et des avatars qu'il a pu connaître, mais également il faut parler de ceux qui constituent le cœur de la communauté monastique, c'est-à-dire les frères. Hein. Les frères, alors, sur le papier, moi j'ai mis les frères, intercesseurs et confidents des Polignois, porteurs d'une parole d'influence constitutive de la foi de la société polignoise. C'est évident que c'est sous cet angle-là qu'il faut l'aborder. Alors, la foi, bien difficile à définir, n'est-ce pas? La foi, c'est, je vous dis ce que j'ai écrit, c'est devenu comme ça un jour, j'étais sur mon papier, sur mon écran plutôt. La foi est l'adhésion de l'individu par le cœur et la pensée à une croyance faite d'espérance. C'est mon propos. Bon, pourquoi? Parce que l'individu, il est de passage bref sur Terre, il ne connaît pas le terme de son existence, donc il cherche forcément à envisager son avenir dans l'au-delà, ça va de soi, et donc c'est pour ça qu'on voit tant dans les textes de dévotion qui sont faits à l'égard de qui? De Dieu, du Christ, de la Vierge, des saints, etc., dont on trouve l'énumération dans ces fameux testaments dont on parlait tout à l'heure. Le testament, pour l'historien, c'est essentiel, c'est de la matière qui est vivante, même si on parle de mort après. Hein. Bon, alors donc, c'est le premier élément, je crois sur lequel il faut partir. D'autre part, cette foi, elle est stimulée par l'enseignement des frères. Par l'enseignement des frères, c'est-à-dire par leur sermon. On a parlé de Saint-Vincent-Ferrier, mais les frères, aux offices, dans les grands offices, ils font des sermons. Et d'autre part, et c'est là la particularité de nos dominicains, comme des franciscains, c'est que ce ne sont pas des gens qui restent dans leur couvent. Les portes sont grandes ouvertes. Ils circulent dans la ville, ils vont sur les places, ils vont dans les villages. Le père Odel, l'autre jour, vous a parlé des chaussures de Saint-Dominique, qui portait sur un bâton, sur son dos, parce qu'il pense, mais en ville, il mettait des sandalettes, je pense comme on dirait aujourd'hui. Hein. Et donc, le fait, si vous voulez, de faire des serments, quelque chose d'important, hein, ils étaient aussi, comme on vous l'a rappelé la semaine dernière, je ne vais pas insister, ils étaient inquisiteurs, c'est-à-dire qu'ils étaient chargés par l'archevêque, par l'évêque, par les autorités religieuses, donc de combattre par la parole. Hein, donc, il y a eu aussi par le feu, c'est dans le pays toulousain, mais ici ça n'a pas été le cas, par la parole, donc, des velléités, des hérésies. Alors, on a parmi nos frères polignois deux personnages. Il y en a un que je connaissais depuis quelques années, qui s'appelle Philibert Guyot. Il était prieur du couvent, il était docteur en sainte théologie, et il est cité dans les textes dans les années 1458-59, et il a été prieur jusqu'en 1466. Et il était inquisiteur à Besançon, auprès de l'archevêque, entre 1462 et 1474. Hein. Et il a même été, et ça c'est important, pour la carrière de nos frères, parce que ça donne l'idée, si vous voulez, de l'ego qu'ils ont au-delà
de Poligny. Il a été également évêque suffragant, c'est-à-dire qu'il pouvait remplacer l'archevêque de Besançon. Alors, il y en a un autre qu'on a retrouvé avec Daniel Ducou, dans un travail qu'on fait en ce moment pour l'université qui fête ses 600 ans, n'est-ce pas, l'année prochaine, autre sujet, autre conférence. Et donc, on a trouvé un Étienne Marion, que je connaissais comme prieur, une mention. Et puis, il n'a pas été que prieur, il a été prieur et procureur des frères pendant 20 ans. Il a eu une carrière très longue et il est dit dans les registres matricules de l'université qu'on a traduit avec Daniel Ducou, il est dit docteur en pages sacrées en théologie et il est nommé régent et lecteur au collège Saint-Jérôme de Dole. Il y a une manifestation particulière où il a été reçu pour présenter sa thèse et il a été retenu comme lecteur, comme enseignant à l'université. Il était donc il a été en même temps inquisiteur dès 1516. Il était confesseur de Marguerite d'Autriche. Et nos frères ne sont pas catholiques, ils circulent, ils sont retenus ailleurs. Donc l'importance du couvent tient bien aux frères par leur talent qu'ils expriment dans leurs sermons, par les déplacements qu'ils font, les conseils qu'ils prêtent même aux plus grands, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux dans la vie? D'abord, comme je vous l'ai dit, ils constituent une petite communauté. Bon, en gros, 20, 25, 30 au plus. Savoir qu'ils sont aidés par des convers, c'est-à-dire des laïcs qui font des tâches domestiques, etc. Les frères prêcheurs, ça aussi c'est important, ils suivent la règle de Saint-Augustin. Elle a été adoptée dès le début, c'est-à-dire qu'ils sont prêtres. Ce n'est pas le cas des franciscains, ou pas de tous. Tandis qu'eux sont tous prêtres. Donc ça c'est quelque chose qui est important, et donc on les voit citer comme diacres, sous-diacres, parce qu'ils n'ont pas encore connu les ordres majeurs. On voit citer des novices également au couvent, c'est important. Donc il y a bien sûr les prieurs. Alors les prieurs, en gros, la liste, Claude est à peu près établie, même si on peut en retrouver un ou deux par là, elle est à peu près connue depuis le début, même jusqu'à la fin, jusqu'au 18e, mais pour ce qui nous concerne ici, elle est connue. Alors ces frères, ils ont un rôle au sein du couvent. Bon, au dehors de ceux qui sont successivement prieurs, on distingue dans les textes un sous-prieur, un adjoint, qu'on appelle aussi vicaire, comme dans les églises, de la même façon, puisqu'ils sont prêtres, le système administratif est le même. Bon, on trouve souvent mentionné, quand il y a des transactions, les procureurs des frères, bien évidemment, sur les transactions et donations, les ascensements de terre à telle ou telle personne, bien évidemment. Et donc, tous ces personnages donc, ont une fonction à l'intérieur de la communauté et on les voit apparaître dans nos textes qui sont conservés dans ce saunier. Bon, mais ce qui est fondamental pour les frères prêcheurs, c'est qu'ils sont les détenteurs privilégiés du ministère de la parole. La papauté leur a donné cette mission dès le départ, et donc c'est pour ça qu'ils sont les champions de la lutte contre l'hérésie, parce qu'ils savent parler. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des mendiants? Parce que très souvent, la papauté avait perçu que les prêtres, dans le passé, n'étaient pas assez formés aux Écritures, et pas assez formés pour transmettre les textes sacrés. Et donc, la papauté, dès qu'elle a eu Saint-François, Saint-Dominique, etc., elle les a soutenus pour qu'ils constituent une communauté qui, par l'étude, ça c'est fondamental chez les dominicains, les franciscains aussi, un peu moins, mais chez les dominicains, c'est toujours l'école biblique de Jérusalem, elle est tenue par les dominicains aujourd'hui. J'ai le fils de voisin qui est rentré, après on passait l'agrégation de philosophie, je crois il a tout passé, puis finalement il est rentré dans l'ordre dominicain, il travaille donc à Jérusalem sur ses manuscrits anciens, et donc ces dominicains sont parfois détenteurs de grades universitaires. On a parlé d'Étienne Marion, la charnière des 15e et 16e siècles, mais très souvent
dans le couvent, on parle du liseur, du sous-liseur, donc on commente les écritures, que ce soit la salle capitulaire ou lors du prêche à l'église, hein, bien évidemment. Et puis donc, ils sont également donc, parfois gradués. J'ai même trouvé un individu qui s'appelle Louis Potet, un frère, qui est dit étudiant, je ne sais pas où, j'aimerais bien savoir, peut-être qu'il était à Dole, c'est possible, en juin 1429. Et donc, ça montre bien qu'ils suivent des études, voilà, donc dans les universités, pas forcément en Franche-Comté, ça peut être bien évidemment ailleurs. Hein. Et il y a des novices, je vous ai dit, c'est-à-dire des tout jeunes qui sont là en attente de formation, etc. Et on voit même quelqu'un dans un testament, une dame, Pérenette, la veuve de Jean Paume, en 1482, qui est de Poligny, qui dans son testament dit qu'elle donne aux novices du couvent une somme. Alors une somme, difficile à dire exactement si c'est un livre, parce que c'est comme ça qu'on utilise souvent les livres, ou si c'est une somme d'argent. Bon, elle donne une somme à ce novice pour dire « et prier sur ma fosse, sur sa tombe, chaque semaine de l'année, perpétuellement, le jour de mon trépas, en disant un certain nombre de psaumes, etc. » Bon, donc vous voyez que tous ces religieux sont pris en compte, si vous voulez, et on les trouve désignés ainsi dans ces textes. Comme je vous l'ai dit, ils assurent des écritures dans leur bibliothèque à partir de la fin des années 1420, et font un travail de copie. Et on a, à Dole, à la médiathèque, on a enfin, pardon, il n'est pas à Dole, il est à Besançon, il a été, on l'a étudié avec, on a fait ce travail avec Michel Bernus et Daniel Ducou, il y a un religieux qui est connu, qui s'appelle Gilles Grusignot de Poligny. Alors ce Gilles Grusignot, il est souvent cité comme prieur, comme procureur, etc. On le retrouve également chanoine de Saint-Jean de Besançon, qui était prêtre, il pouvait très bien postuler pour une chanoinie à Besançon, et même en 1417, donc lui il n'a pas fait ses études à Dole, c'est sûr, donc il reçoit 10 livres du chapitre cathédrale de Besançon, parce qu'il a été reçu à sa licence de théologie. Et alors, ce personnage, donc, on sait qu'il a rédigé la table d'un livre, une table en français, pour un ouvrage, une somme de 4 consciences de Barthélemy de Pise, et il semble avoir été le premier professeur de théologie à l'université de Dole, quand ça a ouvert la chaire de théologie a ouvert en 1437, et donc Chevalier nous dit qu'il a été le premier doyen du chapitre de Poligny, donc en octobre 1431. Donc un personnage parmi d'autres, mais celui-là il est mieux documenté, donc on peut en parler plus facilement. Alors ce qu'il faut bien penser, et ça c'est un autre aspect des choses, c'est que ces prêcheurs ne font pas que prêcher, ne font pas que prier, mais ils sont des confidents des Polignois, ils sont des confesseurs. Et à ce titre donc, souvent dans les textes, on s'aperçoit que les donateurs, même pour une petite somme, pas grand-chose, ils privilégient tel ou tel frère, parce qu'il est plus proche d'eux, parce qu'ils le rencontrent plus souvent, parce qu'il met leur âme en paix, en quelque sorte. Hein. Et donc, par exemple, on voit Alix de Saint-Lotin, en 1312, au début du XIVe, qui donne 10 livres à frère Guillaume de Bracon, de son lieu d'origine, qui est prieur à ce moment-là, hein, et qui lui donne à titre personnel, parce qu'il lui a assuré, dit-elle, un certain nombre de réconforts. Donc, il y a un lien affectif, si vous voulez, pas seulement spirituel, mais affectif, entre les frères et puis les donateurs, hein, pour en multiplier d'autres. Par exemple, autre chose, Jeannin Rago, qui est clerc à Poligny, hein, recommande son âme à Dieu, comme dans son testament, il donne à son bien-aimé frère Gilles Grusignot, justement, et à ses étudiés, une vigne en Malpare, à Poligny, pas trop Malpare, dans le terroir polignois, on pourra peut-être le trouver, et il en fait son exécuteur testamentaire. Oui, ça va plus loin que la confession, c'est que, en fait, c'est l'homme de confiance, c'est presque un parent. Hein. Et donc,
le titre de la conférence était ça, c'était de vous dire, on ne va pas parler que des prêcheurs en soi, mais des prêcheurs parce qu'ils sont proches des Paulinois, parce qu'avec eux, si vous voulez, il leur explique les textes, il leur explique l'importance de Dieu, etc. Bon, enfin, ça, on croit ou on ne croit pas. Enfin, c'est comme ça, dans les textes à l'époque, les choses se traduisent. Hein. Et on voit par exemple un autre cas. J'aime bien donner du corps un peu à cette histoire, parce que c'est comme ça qu'elle vit, hein, sinon c'est un peu sec. Bon, on voit par exemple Damoiselle Marie Foissy, qui est une note, qui est l'épouse du conseiller Jean de Martigny, officier du duc à Arbois, qui s'appelle donc Pierre Marchal, qui donc donne à Pierre Maréchal, professeur en sainte théologie, donc un frère qui a déjà des grades universitaires. Il est présent à la salle du chapitre lorsque donc, il est son confesseur, lorsqu'elle donne donc une somme d'argent pour les frères prêcheurs. Alors là, on a affaire à des gens comment dire, les plus apparents, les appelés au Moyen-Âge, de la bonne société. C'est la formule. Hein. Bon, et puis elle est quand même, elle l'épouse d'un personnage qui est dans l'administration ducale, donc elle a vu bien, c'est vrai. Mais on retrouve au fond la même relation avec son confesseur, même si celui-là est professeur en théologie, qu'un autre frère. Alors, ces Paulinois, ces prêcheurs paulinois, donc voilà, déjà, je vais vous parler de ça quand même, leur provenance. Bon, c'est hypothétique, c'est pas assuré, parce que c'est pas parce que vous appelez un tel de Bracon que vous êtes de Bracon. Hein, voilà, vous pouvez porter le nom, mais peut-être que c'est un ancêtre qui avait ce nom-là. Donc il faut toujours être réservé. Mais bon, en gros, un recrutement hongrois et bressant, principalement, semble-t-il. Alors, je vous ai évoqué tout à l'heure ce lien particulier avec l'étude, avec le livre, avec la copie. Hein, donc ça, j'ai trouvé ce matin. Bon, j'ai trouvé ça je cherchais un dominicain tenant un livre. Pas évident, enfin Internet c'est quand même prodigieux. On trouve des tas de choses. Hein, donc, un beau dominicain assis à son pupitre en train de compulser un ouvrage important. Hein, et puis un prêcheur, vous l'avez reconnu, puisqu'il était là la semaine dernière. Il est sur Internet. Bon, donc je n'ai pas résisté au plaisir de vous le proposer. Bon, et puis voilà, à part ça, ces fameux testaments, on rencontre tous ces liens qui s'établissent entre les frères et puis les personnes. Ça, c'est un document, il faut que j'y revienne parce que je n'ai pas tout lu dans le détail, malheureusement, il est trop long. Quand je l'ai sur une table, c'est pas facile, il faut les manipuler avec précaution. Ça fait partie aussi. Quand je suis arrivé aux archives lundi, on m'a dit on ne prête plus les documents qui sont antérieurs à 1500. Je dis qu'est-ce que je vais faire, moi? Aïe, Madame Guyard a décidé que. Mais l'information est passée nulle part. Bon, ben, j'ai dit alors qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi. Non, on va demander son autorisation. Voilà, on en est, vous voyez, pour la sécurité par rapport aux documents très anciens. Hein. Bon, ben, voilà, c'est pour ça qu'il faut être attentif à leur bon état, à leur conservation, etc. Mais enfin, ça devient compliqué quand même. Il faut reconnaître, hein, je ne suis pas là pour découper un document, surtout qu'il n'y a même pas dans les minutes. Bon, alors, c'est un testament d'un clerc. Oui, c'est très intéressant parce qu'il dit qu'il veut être enterré au cimetière des frères. Hein. Il fait don pour la célébration de prière à un frère d'un livre d'heures de la Vierge. Encore un livre, si vous voulez. Hein. Il donne à un de ses neveux ses livres de grammatique. Il devait être probablement maître d'école, à mon avis. À Poligny, il semble qu'il y ait une école très tôt, dès le 12e, en tout cas au 13e, c'est sûr, peut-être au 12e déjà. Et donc, il devait peut-être être maître d'école, petite école ou grande école, je ne sais pas, hein, c'est pas dit dans le texte. Et puis donc il donne différentes sommes d'argent, et puis surtout ce qu'il dit, c'est qu'il donne à la confrérie Saint-Nicolas, à celle du Saint-Esprit, qui ont leur site ici. Donc l'Église, c'est un lieu où il y a un tas de structures qui existent, si vous voulez, et qui relient le monde religieux au monde privé. Et puis, alors, autre chose qui est intéressante, à la fin, il donne aussi aux pauvres.
Alors, ça, c'est l'incidence de la prédication des frères. Ils prêchent l'entraide, le service des autres, de ceux qui sont démunis. Et dans un certain nombre, pas tous les manuscrits, dans tous les parchemins, on trouve ce genre de choses. Donc ça, c'est un document qui pour moi, il faudrait pouvoir le transcrire en entier, donc c'est pour ça que j'ai reviendrai, et puis publier quelque part, si j'arrive un jour à trouver à publier, peut-être. Bon, voilà d'autres exemples, c'est un texte du 15e, celui-là, 1444, vous voyez, c'est quelqu'un qui donne aux frères 18 sous à distribuer aux frères, garanti par un prêt à Coligny, pour un anniversaire chaque année de sa mort, qui doit être dit selon certaines modalités, et puis il faut aller sur sa tombe à l'issue des prières pour dire un des prophètes. Bon. Alors, ces prières qui sont, sollicitées par les fidèles, sont des prières qui, parfois, sont des prières qui sont toutes simples, comme dans le document précédent. Et donc là, c'est simplement une messe, simplement. Mais, quand vous rentrez dans certains documents, c'est pas une messe qu'il y a, c'est tout un ensemble de messes, et Jacques Chiffolot a évoqué à ce propos donc une piété flamboyante. Piété flamboyante parce qu'on va jusqu'à faire dire 500 000 messes. Et donc on ne donne pas quelques sous, mais on donne des dizaines de florins, pas des livres estelantes. Ça veut dire que la monnaie circule aussi. Bon, et donc on s'aperçoit que cette piété flamboyante, elle a des formes diverses selon qu'on va au 13e, ou au 14e, ou au 15e. Voilà, ça c'est un document que j'avais fait quand on avait fait notre publication là, en 2015. Donc j'avais ce document-là dedans, et la première carte qui est à droite, et qui montre deux personnages, alors un prêtre, curé de Tourmont, et puis une dame, ou un individu perrusier. Et donc, vous voyez où ils distribuent leurs aumônes, leurs oboles, pour faire dire des messes. Dans les églises voisines, à l'hôpital, à la Maladière, à les Froseries, etc. Donc, plutôt proche de Poligny. Puis, au 15e, plus tard, ici au début du 15e, c'est une femme qui est la veuve du chevalier Jean de Montouchard, qui elle donne des sommes bien plus importantes, et surtout elle fait dire des messes dans tous les établissements un peu importants. Je pourrais vous en faire 2 ou 3 comme ça. Celle-là, son étude, que je n'ai pas publiée d'ailleurs, peu importe. Et alors elle fait dire ça à Besançon, aux franciscains, aux jacobins, elle en fait dire aux dominicains, elle en fait dire à Salins, aux franciscains. Bon, ensuite, elle en se soigner aux franciscains aussi, aux religieux de Bonlieu, etc. Et bon, après, elle fait des notations sur place. Mais vous voyez, flamboyante, parce que ça va bien au-delà de la sphère polignoise. Et donc, ça veut dire qu'on rassemble tous les suffrages des frères ou des religieux, quels qu'ils soient, pour mettre son âme en règle. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de péchés, j'en sais rien, peut-être. En tout cas, donc, si vous voulez, ça va très très loin. Parce que Poligny Besançon, c'est même pas la porte à côté. Donc ça veut dire qu'elle connaissait les frères, ça aussi. Les gens circulent, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc une religion qui est quand même très, très dynamique. Alors voilà, quelques documents à vous mettre sous la dent, parce que c'est vrai que peu de gens les voient. C'est un privilège que d'ailleurs compulser ces documents. Oui, c'est de plus en plus un privilège en plus. Parce que maintenant, on ne pourrait même pas. Si je n'étais pas connu, je rapporterais le document. Ça revient à ça. Bon, donc voilà un document, celui-ci est très succinct, vous voyez, c'est un individu et sa femme qui donne une rose pour une célébration d'un anniversaire, et aussi 16 pintes de vin pour une nuit, et aussi, intéressant, une pinte d'huile de noix, bien sûr, pour éclairer les pauvres de l'hôpital du Saint-Esprit. Voilà comment ça se traduit. Bon, ça, c'est des documents qui sont en vieux français. Beaucoup de documents sont en vieux français. Il y a quelques textes en latin, mais pas énormément, finalement. Bon, alors, ces prières, aussi, si vous voulez, elles ont pour finalité d'assurer la compagnie de l'âme vers l'au-delà, bien entendu, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des lieux qui sont privilégiés pour établir sa tombe.
Donc, il y a l'église qui est ici avec les chapelles. Ces chapelles que vous avez là sont des chapelles qui sont postérieures aux origines du couvent, ce qui explique l'agrandissement de l'église dans ce sens-là. Et donc, vous l'avez ici. Mais aussi, alors, dans cette église, on peut avoir une fosse avec une pierre gravée, éventuellement. On peut avoir une chapelle, bien sûr. Alors, tout cela a ses fonctions de la notoriété de la personne, de ses moyens, bien évidemment. Si on est noble ou si on est un grand fonctionnaire de l'administration locale, on a les moyens de faire une chapelle. Alors, ces chapelles, je ne veux pas y revenir, j'en avais parlé en 2015. Bon, mais enfin, c'est intéressant quand même de voir mentionner tout cela dans les textes. Par exemple, je pense que j'ai un document à vous soumettre. Je peux revenir là-dessus. Et puis, autre endroit, le cloître. Alors, le cloître, donc c'est où est le lycée aujourd'hui, en partie. Et donc, dans le cloître, il y avait aussi des chapelles. Il y avait aussi des fosses où il y avait des tombes. Et puis, le troisième lieu, alors là, on s'éloigne du cœur, si vous voulez. On va dans le cimetière. Et c'est quand même pas mal, le cimetière. On est quand même tout près de l'église. Les cloches teintent, etc. Bon, on entend les oraisons, je pense. Et donc, voilà, cette hiérarchie des lieux d'inhumation qui s'exprime dans les documents. Alors, bien sûr, je crois qu'il faut rappeler ça nous renvoie aux origines de l'établissement. Bon, les premières tombes qui ont été dans l'église, ce sont les tombes des enfants de Tome 4 et de Mao d'Artois. Alors, mettons que l'hôtel ce soit, je devrais être de l'autre côté, mais mettons que l'hôtel soit là, peut-être plus près du cœur. Bon, derrière le maître-autel, il y avait cette plaque, donc de Robert. On a un dessin qui a été établi par un érudit, autrefois, qui est conservé à la Bibliothèque nationale. Et puis il y a ce fameux Jean, qui était à Darbonnay, qu'on a fini par identifier, si vous voulez, qui est maintenant au Musée des Beaux-Arts à Besançon. Je l'ai mis droit. Voilà, c'est une façon de le mettre en scène avec nous. Normalement, il était bougé, bien entendu, puisque c'est un gisant. Vous avez de l'autre côté Mao et Leton qui sont présentés sur une gravure qui se trouve en Belgique. Et puis le troisième fils, lui, il n'a pas été enseveli à Coligny, le Robert de Dartois, mais il est à la basilique de Saint-Denis. Donc voilà les premiers personnages importants, si vous voulez, qui ont obtenu une sépulture dans cet édifice. Alors, ensuite, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, vous êtes dans les lieux, pas la peine de faire tourner la tête, mais vous avez toutes ces chapelles qui étaient installées, et puis probablement, comme à la collégiale de Dole, comme on l'a vu quand on a étudié la collégiale en 2009, vous avez des piliers de colonnes. Vous avez des petits autels qui sont accrochés aux colonnes autour du chœur ou dans les bas-côtés. Ce qui démultiplie, si vous voulez, la possibilité d'avoir des lieux où se célèbrent des messes, si vous voulez, à l'intérieur de l'église. Alors, selon la fortune de ces personnes, et souvent, quand elles font dire des messes, c'est à tel hôtel qui est dédié. Par exemple, je vais vous prendre un cas. Marguerite, moi je vais dire, vous parlez beaucoup des femmes, bah oui, il y a beaucoup de femmes dans les testaments. Donc Marguerite est veuve de l'écuyer Émonin Boichex. Alors, je cite, elle entend être ensevelies en leur église de l'aise, près de la tombe de son dit Marie, comme leur sœur est religieuse. Et effectivement, une des demandes, quand on allait être inhumé, c'est de revêtir, au moment de la toilette des morts, c'est de revêtir soit l'habit de moine, soit l'habit de religieuse. Donc voilà ce qui est dit dans ce texte-là. Et donc elle entend près de la tombe de son mari. Donc voilà aussi, il y a toutes ces dimensions familiales qui apparaissent dans ces célébrations. Et puis ceux qui avaient plus de moyens, ils faisaient décorer, ou ils faisaient établir ce qu'on appelle des images. Des images sont des statues, comme cette fameuse statue qui est de l'autre côté de l'Atlantique, là,
à New York, au Metropolitan Museum, donc la fameuse statue de Saint-Paul. Bon, c'est un ami qui a pris cette photo là-bas. On a un moulage, on se satisfait du moulage puisqu'il est là. Mais on a comme ça plein de renseignements, si vous voulez, sur ces célébrations. Et puis il y a le cloître, comme je vous l'ai dit, ce sont des gens généralement importants, mais qui demandent aussi au cloître, ou aussi donc dans le cimetière. Par exemple, c'est un Berthe Pérussier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la carte. Je vous ai montré cette carte-là. Non, c'est pas ça. Ouais. Bon, donc Pérussier qui est cité là-haut. Alors, ce personnage, donc, nous dit. Alors, je retrouve mon texte. Bon, il entend donc délire sa sépulture de son corps au cimetière Notre-Dame, chez les frères prêcheurs de Poligny, et il ordonne qu'un autel soit fait chez les 10 frères devant le crucifix en haut. Bon, alors là, je reconnais mes limites. Alors, un autel, est-ce que c'est un petit hôtel avec une sorte de couverture qui a été établie à l'intérieur, dans le cimetière, ou bien est-ce que c'est un hôtel qui a été établi dans l'église près d'une colonne, etc., en haut? Alors, est-ce que c'est en haut de la nef? Je ne sais pas, peu importe. Voilà, le genre de... Et il demande 3 messes par semaine pour le salut de son âme et celle de sa femme, et il donne beaucoup, d'où le terme de piété flamboyante. Il donne beaucoup d'argent, si vous voulez, et il dessert toutes les églises alentours. Donc on dira des messes un peu partout, pas seulement à Poligny, mais également aux alentours. Donc vous voyez les liens qui s'établissent petit à petit entre ses frères et ses fidèles. Alors on parle à propos de cela, parce que évidemment tout cela, ça se traduit en monnaie sonnante et trébuchante, en biens fonciers ou en biens immobiliers. Et donc ça veut dire que les frères constituent ce qu'on appelle un temporel. Alors, c'est-à-dire des biens matériels, quels qu'ils soient, ou d'argent. Et on dit que par là, ils participent de ce qu'on appelle une économie du salut. C'est-à-dire, obtenir son salut, c'est monnayer son salut. Et puis, ils font commerce, comme l'a écrit un historien, avec dame pauvreté. Alors, on essaie de se dédouaner de ce qu'on a fait peut-être de mal dans sa vie, ou d'un argent peut-être qui n'était pas forcément bien gagné, en faisant tous ces dons, si vous voulez. Et on remet ça entre les mains, en fait, des frères qui, par leur prière, sont les intercesseurs auprès de Dieu, si vous voulez, pour que la foi prenne corps, en quelque sorte. Alors, troisième volet, puisque le temps tourne, et puis il faut que je respecte le temps, comme le père Rodet. Le tour, n'est-ce pas, Annie? Parce qu'Annie est conteuse du temps. Bon, alors donc, on compte le temps ensemble depuis un certain temps. Voilà, depuis le lycée Charles Nodier. Donc, ces frères donc, constituent un temporel. Alors, je vais revenir là-dessus. Je n'ai pas une carte à proprement parler du temporel, mais voilà, bon, je ne sais pas si peut-être ça vous intéresse. Voilà un document, si vous voulez, là, c'est un individu qui donne un certain nombre de biens et dit que ces maîtres auraient dit sur l'autel de la chapelle de Monseigneur Saint-Georges qui est fondée en église, et laquelle chapelle est devant dit, etc. Ceux qui ont donné pourront faire élire leur sépulture et enterrement. Bon, voilà, ce genre de choses. On en a des tas d'exemples aux archives. C'est pas de cela que je voulais vous parler. Alors si quand même, attendez, je vais vous donner un autre exemple d'un personnage qui joue un rôle important à Poligny. Alors dans le texte, il s'appelle Pierre de Vercel. Mais en fait, c'est pas le Pierre de Vercel, c'est Pierre de Versé. Et si vous allez à Saint-Hippolyte, vous l'avez en Europe, en priant. Et vous avez aussi dans, je crois que c'était derrière, dans une sorte de remise à l'église, il y avait aussi un élément qui avait émané d'un tombeau, on l'a mis debout, avec, il avait une mitre, parce qu'il a fini évêque. Et donc il est dans les textes polignois, parce qu'il a été chanoine à Poligny, il a été curé de Saint-Savin. Saint-Savin, c'est quand vous allez vers la Croix du Dent, dans ce secteur-là. Et donc, il a constitué, avant de mourir, bien avant,
a donné 800 florins aux frères prêcheurs. C'est une somme énorme. Hein. Bon, et il y avait donc des représentants sur place, et ce qu'il voulait, c'est qu'on célèbre alors une messe ici, hein, à la chapelle de la Conception Notre-Dame, à l'ancienne chapelle de Chausard, parce qu'elle a été rachetée par la suite par Olivier de Houy. Hein. Bon, et donc ce personnage, vous pouvez le voir à Saint-Hippolyte statufié, donc était un de ses grands donateurs. Encore un autre document. Alors, quand on dit temporel, pour ceux qui sont puristes, ça peut les choquer. Ça sous-entend une richesse des frères, qui évoquait déjà les échevins dans les années 1420, quand ils voulaient leur faire payer l'impôt. Hein. Donc, manifestement, aux yeux de la société, et de la société échevinale en particulier, ces frères sont considérés comme disposant d'une fortune assez importante. Hein. Tout se sait, en fait, puisque à chaque messe, le document, enfin le testament est publié, hein, et donc tout le monde sait ce qui a été donné. Et c'est en contradiction, d'une certaine façon, enfin, si on veut trouver une contradiction, avec ce que disait Saint-Dominique en 1204, si je ne me trompe pas. Nous avons renoncé au siècle, nous avons donné aux pauvres ce que nous possédions selon le conseil du Seigneur, et nous avons décidé d'être pauvres en telle sorte que nous n'ayons aucune espèce de souci du lendemain et ne recevions de quiconque or, argent, ni rien de tel, sauf le vêtement et la nourriture de chaque jour. Alors, c'est contraire à ce qu'on vient de dire, en quelque sorte. Hein. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'au Moyen-Âge, jusqu'au début du XVIe et même au-delà, ça n'a jamais choqué personne que des fidèles donnent au monde, si petites soient-ils, ou si importantes soient-elles, peu importe. Hein. Mais c'est ça que les textes ont gardé en mémoire, ce que je vous entends. S'il n'y avait pas les textes, on ne pourrait pas le dire. Hein. Bon, et évidemment, c'est contraire à l'idéal de pauvreté qui était celui donc des ordres mendiants, qui était vu dans les villes par les fidèles, qui était vu dans le soleil qui fait des doigts de content, c'est pour ça. Bon, donc, qui était vu donc par les fidèles comme des personnages incontournables par rapport au curé d'avant, par rapport au curé de la paroisse ou au prieur de la paroisse. Et donc, ça ne choquait pas à l'époque ce genre de tractation, on pourrait dire, ou de transaction. Et il semble que, tant à l'époque du Haut Moyen-Âge que plus tard, c'est quelque chose qui s'est perpétué sans que cela choque particulièrement, sauf à l'époque où de l'hérésie vaudoise dont nous a parlé le Père Odel la semaine dernière. Hein. Là, oui, il y a eu affrontement, verbal mais parfois plus que verbal, entre les frères et puis ceux qu'on a appelés les Vaudois ou les Cathares par la suite, peu importe. Mais, alors, on peut retourner la chose et en disant, oui, il y a beaucoup d'argent qui est donné aux frères, mais en même temps, c'est contre les services religieux. Il s'agit de permettre à l'âme de cheminer doucement, peut-être au purgatoire, comme disait Le Goff, ou bien au paradis, ce qu'espérait peut-être plus d'entre ses fidèles. Alors, ces dotations, donc, elles ont permis effectivement alors ça, c'est un travail que je sais où sont les lieux où les biens ont été donnés, c'est Parthenay, Méry, etc. Vous pouvez faire tout le tour de Poligny, c'est sûr. Alors c'est un travail de fourbi, il faut trouver les lieux dits, pour essayer de savoir ce qu'on donne de la vigne, on donne des champs, on donne des prés, on donne des terres, on donne des maisons. Les maisons, c'est facile dans la vie, parce qu'on sait à peu près où c'est, pas toujours. Parfois, il y a des noms de rue, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, alors, ces dotations, donc, elles sont plus ou moins importantes, selon, comme je l'ai dit, le statut social de l'individu, selon qu'il est simple artisan, ou bien qu'il est clerc, qu'il est peut-être serviteur des ducs de Bourgogne. Bon, ça dépend, bien évidemment. Comme je disais tout à l'heure, même un Pierre Versé, pourtant ecclésiastique, est capable de donner 800 florins. Donc, lui, il a dû en recevoir des cadeaux, en quelque sorte. Bon, donc, temporel, c'est certainement lourd à porter, malgré tout, pour ceux qui sont des frères prêcheurs purs et durs.
Hein. Alors, d'autant plus que quand on regarde cette documentation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ces frères, ils sont plusieurs, donc il y en a qui sont chargés de gérer. Bien entendu. Pourquoi? Parce que les prières, elles doivent être dites de façon perpétuelle. Et si une rente n'est pas maintenue, elle est oubliée, ça veut dire que la somme, elle n'est plus dans l'escarcelle des frères, et donc, ils n'ont pas dit de la prière. Vous voyez, c'est de l'analyse en quelque sorte. Hein. Bon, c'est vrai que c'est comme ça à l'époque. Hein. Et donc, il y a une sorte d'économie de la spiritualité, c'est clair. Hein. Vous en parlez tout à l'heure. Et donc, on gère les biens, c'est-à-dire on les loue, on les ascense. Il y a plein de documents. Un tel prend un prêt pour telle somme, etc., à verser, je crois, à la Saint-Martin d'hiver, au mois de novembre, etc., etc. Et vous avez plein de documents de ce type-là qui montrent bien que c'est une gestion des rentes, gestion des biens qui sont ascensés. Par exemple, on échange. Alors, est-ce que ça permet des groupements de propriétés, de vie, qui donc sont plus facilement cultivables, plus facilement louables? Bon, difficile à dire, c'est pas écrit dans les textes, bien évidemment. Hein. Donc il y a toutes sortes de choses, et puis des fois on achète. Alors ça, là, je pose plutôt des questions, mais c'est souvent dans certaines circonstances. Il y a des individus qui ont un bien et préfèrent le vendre aux frères dominicains que le vendre à quelqu'un d'autre. Hein. Donc là aussi, on ne dit pas pourquoi. Donc il faut percevoir ces sommes au quotidien, ou à l'année en tout cas, hein, puisque là, en général, la date de versement est précisée. Et puis, donc, il y a des achats, par exemple, je vais prendre le cas, parce que vous aimez bien le concret, c'est normal, hein, l'écuyer Jean de Villers. Jean de Villers, donc on est là en 1451. Donc Jean de Villers, pour sa femme, donc concède, alors par exemple, la tour appelée la tour Marlet, c'est en la ville de Coligny, en la côte, derrière, un chemin qui montait jusqu'au château, hein, avec maison derrière, le curtil, le jardin, et la ruelle commune conduisant au mur de la ville. Bon, on vous dit à peu près où c'est. Contre 10 florins de rente. Alors celui-là, il a trouvé un subterfuge parce qu'il ne voulait pas payer l'impôt, sans doute à la ville, hein, contre 10 florins de rente que devaient les échevins de Coligny aux frères. Il y a un échange qui se fait à ce moment-là, à cause de notre verger et jardin pris par la ville pour faire la place de la ville. Vous voyez, il y a des tractations entre les frères, la ville et cet individu. Et ce bien, il est rachetable pour 200 florins. Ça vous donne une indication de la valeur du bien. Hein, c'est quand même quelque chose d'important. Bon, voilà un exemple. Hein. On pourrait en multiplier comme ça quelques-uns, mais bon, ça, on aurait la même tonalité à l'issue de tout cela. Hein. Alors, quand vous avez des rentes à percevoir, des loyers, on dirait, n'est-ce pas Jean-Paul? Des loyers à percevoir, est-ce que je te vois au fond de la salle? Bon, eh bien, quand ça se fait pas, il y a un contentieux. Quand il y a un contentieux, on va chercher un notaire, et puis on essaie de régler le contentieux. Alors, à l'amiable, éventuellement, ou bien si c'est pas l'amiable, on reprend le bien. Hein. Donc, c'est des situations qu'on rencontre avec des procès à la clé, bien entendu. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, si on est pur et dur du côté de la sensibilité, de la spiritualité franciscaine, ça choque un peu tout ça, hein, ça dérange un petit peu, si vous voulez, ce que l'on pense habituellement. Hein. Donc il y en a comme ça quelques-uns, je crois qu'il y a par là. Alors, ouais, c'est ça, discorde entre le mouvement et l'écuyer, un écuyer, donc un homme, si vous voulez, parce que bon, il avait un bien qui était loué, qui était chargé d'une certaine quantité de froment, donc qui était dû aux frères, une fondation de messe, etc. Bon, ça c'est en 1347. Là, en 1347, c'est délicat, parce qu'on est là dans les prémices de la peste noire, une période très difficile économiquement parlant, avant même la peste noire. Hein, c'est la crise, comme on dit aujourd'hui. C'est pareil, si vous voulez. Et donc, il y a beaucoup d'affaires de ce type-là à cette époque. Hein.
J'ai presque terminé. Vous allez me dire, peut-être, enfin, je ne sais pas. Bon, alors, on pourrait penser, bon, c'est ce que je vais essayer de rassembler comme idée, on pourrait penser donc que le matériel, au bout de cette affaire, supplante le spirituel. Et que cela est contraire, comme je vous l'ai dit, à l'esprit originel de l'homme. Bon, même s'il n'y a pas de protestation dans les textes, hein, on peut penser qu'il devait quand même y avoir quelques grognes, parfois de temps en temps, même les échevins trouvaient qu'ils étaient bien riches. Hein. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, ce sont les caractères ordinaires de la gestion d'un temporel ecclésiastique, hein, et que ce qui permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à une communauté de vivre, d'entretenir ses locaux, de faire des déplacements, etc., faire des achats pour leurs besoins, mais, et ça c'est important, ça se voit dans les textes, de distribuer aux pauvres, ou d'inciter à une redistribution par rapport aux pauvres de l'époque. Hein, parce que la ville, c'est pas un Eldorado au Moyen-Âge. Certains l'ont cru, mais à partir du XIVe, c'est plus tout à fait le cas. Hein. Et donc, c'est cela qui explique d'une certaine façon que la foi des Paulinois, stimulée par la parole des frères, a généré des dévotions, des dons, hein, et que l'Église pouvait pour une chapelle, etc., comme par Chaussat, par exemple, et que ça exprime, alors aujourd'hui c'est plus difficile à dire, hein, parce que les choses ont beaucoup changé au fil des siècles, mais ça exprime l'évolution aussi des styles, hein, parce que entre la nef principale et puis les bas-côtés où il y a des chapelles, où on trouve un style d'un gothique un peu différent, je crois qu'il y a là, si vous voulez, la traduction de cette histoire du courant des frères prêcheurs. Et je dirais pour terminer, ça c'est un petit peu ma malice, que célébrer aujourd'hui la restauration de ce patrimoine paulinois, c'est faire revivre un moment de l'histoire paulinoise, d'abord, hein, dans un temps plus ancien que celui des Clarisses ou de Saint-Hippolyte. On est en 2015, là, en 2022, et on revient beaucoup plus haut dans le temps, d'une certaine façon. Et puis ce qui est important, c'est que cette richesse architecturale se revit parce qu'on a dégagé une politique du patrimoine. Ça aussi, c'est quelque chose qui est essentiel. Et je dirais merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait aboutir la flamme de la restauration. On peut rappeler la mémoire de l'abbé Sage, de M. Ponceau. On peut saluer la persévérance de Claude Chatronnet et de son association, des membres de l'association du patrimoine, présenté par le président ici, hein. Et puis la générosité savante et constructive d'une certaine Aliguet, hein. Et bien entendu la conviction des élus et des acteurs qui ont su faire aboutir le dossier. Je dirais que ça me rappelle un peu ce qui s'est passé à Dole. Ça se passe moins parce que les communes aujourd'hui n'ont plus beaucoup de sous, malheureusement. Hein. Et ce qui s'est passé à Dole avec les Pères Barbier, où on a pu restaurer comme ça donc le collège Saint-Jérôme et la collégiale Notre-Dame, et l'édifice, hein, encore plus grand Saint-Hippolyte, qui est déjà de l'église. Hein. Et donc, au fond, d'une certaine façon, ces lourds travaux pour la communauté sont des actions qui servent l'avenir et la mémoire d'une vie. Et bien qu'étant pas paulinois, on l'a dit tout à l'heure, ça je le sais, je suis bien heureux de voir aboutir ce projet, parce qu'au fond, ce joyau, il enrichit le patrimoine jurassien et comtois. Merci. Alors, si vous avez des questions, il reste 5 minutes. Oui, c'est bon, c'est très bien. Si vous avez des questions, je vais répondre. Vous avez dit, vous parlez de frères, etc. Oui, c'est le sujet. C'est le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a aussi tous les fidèles, c'est-à-dire les Paulinois de l'époque. Alors, évidemment, il faut essayer de balancer les deux. C'est une société qui revit à travers ces documents. Et le lieu, là, le carnet, l'évoqué, etc.
leur action de Caroline de la mémoire de Lilloise. Je trouve que c'est très sympathique de faire ça. Alors, si vous voulez, voilà, je savais que le démolissement, comme ça, si vous demandez à Michel Berluchet pour parler à la 18e, si vous demandez à la Piguet pour parler à la 19e, donc il faut s'arrêter un moment. Alors, c'est vrai que quand on regarde les archives qui sont conservées à Coligny, le Claude connaît aussi, moi je me suis occupé jusque dans les années 1500, au début des années 1500. Après, il y a des textes, des actes assez nombreux dans les années 1650, 1750, pas tellement dans la période de la Révolution, on a moins de choses. Bon, après, quand on regarde les textes qui subissent, vous savez, les inventaires, les résumés. Bon. Alors, quand on relit les résumés, au fond, la procédure est restée la même dans ce qu'on appelle l'ancien régime, c'est-à-dire du 13e jusqu'au la Révolution. Avec des modalités différentes sur les époques, après il faudrait rentrer dans le détail. Je vais l'observer. Bon, leur rôle était à deux niveaux. Ils peuvent faire des dotations. Ça, en technique, ils le disent. Bon, par contre, c'est par leur intermédiaire, puisque les fidèles, ils commandaient la célébration de messe, etc., une terre, de sous, bon, par exemple, et donc, après, ils assumaient l'intercession des fidèles chrétiennes, et puis pour les fidèles, c'était le rare, c'était entre leurs mains. Peut-être au mieux être pour ceux de l'Église, c'est plus possible, au moins en fidèles. Est-ce que dans votre recherche, vous avez trouvé des éléments qui montrent les relations avec les autres ordres alors, les autres ordres ici, ce sont les militaires. Le mot de la paroisse. À la paroisse, il y a plusieurs alors là, je n'ai pas trouvé mention d'un conflit entre les séculiers et les réguliers. Alors, parce que tout ça avait été déjà bien cadré, et par la papauté, et par l'archevêché. Donc, les relations, oui, parce que chaque fois que quelqu'un décède, bon, s'il vient, il veut venir faire en sorte de vivre aussi, il y a une procession qui sera de l'église par laquelle et puis à la clé, donc celui qui a passé le testament, il fait une donation pour le prieur, pour les prêtres de la paroisse. Et parfois, bon, il n'y a pas d'ensevelissement ici, mais dans la main de l'autre. Bon, après, les autres religieux, les autres religieux sont évoqués dans le texte de la République dans les effectivement, ils disent qu'on ne peut pas payer l'impôt aujourd'hui, parce que les autres, personne ne peut leur payer des solutions, donc il faut bien partager. Et donc, ils se plaignent toujours un peu. Les religieux, c'est ça. On se plaint parce qu'on va avoir plus, évidemment. Alors, par contre, c'est sûr que quand il y a un incendie comme 1501, là c'est terrible. D'où la question d'aller plus fâcher ailleurs, essayer de faire des questions supplémentaires, au détriment des autres. C'est bon, pour être vulgaire, il y a le fromage à pas parler, il est pas en tête, c'est doublé. Mais dans les textes, par rapport à le fait qu'il se prenne, qu'il y a un peu trop d'ordre religieux, qui fait qu'il ne peut plus passer, je crois trouver d'autres méchants. Bon, alors, allez, on va